Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, moment très particulier parce que vous l'avez compris, vous le voyez sur ce numéro, sur ce dernier fascicule. Nous en sommes au numéro 80. Le numéro 80, c'est évidemment le dernier numéro de la collection. Dernier numéro de la collection Stormbringer. Et oui, ça fait un petit truc. C'est un petit pincement au cœur de se dire que ça fait partie des dernières vidéos de la collection. Que c'est techniquement la dernière grappe que nous allons ouvrir aussi ensemble. Cette grappe, évidemment, c'est la fin de notre Scumdrake. Notre Vasoboss Scumdrake. Et c'est avec une émotion toute particulière que nous la découvrons ensemble. Elle est toujours très belle, hein, mais ça me fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre de se dire qu'elle est, c'est la dernière. Donc là, encore une fois, une vraie belle. Non, mais elle est vraiment magnifique. En plus, il y a des petites pièces là qui vont être très sympas. Ça, c'est la bouche et tout. Voilà. Mais il est magnifique ce truc. Cette figurine, honnêtement, je la trouve superbe parce qu'elle est moche et fantastique à la fois. Elle est effrayante et presque attachante aussi. Et elle est vraiment top au niveau de la sculpture. Franchement, quand vous regardez le bois là, vous regardez les chaînes évidemment, mais la tête de votre Scumdrake aussi, pas du Vasoboss, mais la tête de la bestiole, elle est vraiment au top. C'est vraiment génial. On va évidemment découvrir notre fascicule qui va être tout particulier parce qu'il n'y a pas grand chose dedans, hein, mis à part donc la peinture, une chronique quand même, une chronique unique, bizarrement. Donc c'est une chronique de la collection A, d'accord, donc c'est des chroniques sur plusieurs pages, mais voilà, on n'avait pas de début et c'est la chronique tout court. C'est-à-dire que on va avoir là 4 pages pour cette chronique numéro 6, en sachant que nous avons lu les 4 premières et que bien on n'a pas lu la 5e. Donc ce que l'on fera en fin de vidéo, eh bien, c'est que je vous lirai les deux. Voilà, cette chronique numéro 6, le dernier carré, et puis la chronique numéro 5, qui elle aussi est sur 4 pages, qui s'appelle Dans le mille. On avait découvert dans un fascicule précédent, mais que nous n'avions pas lu. Pour la peinture de notre Vasoboss, eh bien, on verra ça évidemment comme d'habitude dans une vidéo spécifique. Mais vous voyez qu'on va quand même assez loin dans la proposition. Ce qui va être intéressant, c'est qu'enfin, on va peut-être nous parler un petit peu, même pas d'ailleurs. Je regarde vite fait, mais même pas, on ne parle même pas trop du soclage, c'est dommage. Encore une fois, je trouve qu'on met pas assez d'accent sur ce soclage et sur l'importance que ça peut avoir pour lui donner une histoire. Je trouve que voilà, c'est un peu tristoun. On a collé deux pauvres boucliers grottes, ville du fiel obscur, mais c'est tout quoi. C'est un peu dommage. On aurait pu parler de, vous voyez, comment est-ce qu'on met, ne serait-ce que cette petite, ce morceau d'arbre, hein, qui doit être d'ailleurs un morceau de Durtu certainement. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on ne prend pas beaucoup plus de soin pour expliquer les choses jusqu'à maintenant sur le socle. C'est dommage de ne pas en avoir fait un plus gros cas dans cette collection. Ce n'est pas grave. On passe ensuite évidemment à la charte d'unité et à tout ce que l'on va retrouver dans notre vidéo de règles, donc la charte d'unité, de la tactique aussi, de la tactique de la destruction avec, vous l'avez vu, la bande rusée et puis évidemment notre Vasoboss. Mais surtout, et nous prendrons un temps un peu plus important sur cette vidéo de règles pour le dernier plan de bataille de la collection et le dernier plan de bataille de notre campagne dernier carré, avec, rappelez-vous, l'importance des victoires de nos 9 premiers plans de bataille. Et comme ça, nous découvrirons à quoi tout cela avait vraiment servi. Enfin,
Et enfin, une dernière histoire. Une dernière histoire. Alors, on est sur des histoires, sur l'histoire même, hein, mais on est surtout sur l'avènement du raccord nu. Alors, c'est pas une chronique, c'est vraiment l'avènement du raccord nu. Pourquoi l'avènement du raccord nu ? Eh bien, parce que très intelligemment, Warhammer, qui a publié cette collection il y a plus d'1 an, évidemment, au Royaume-Uni, eh bien, a ouvert la collection sur la V4. D'où ce dernier article sur l'avènement du raccord nu, parce que en V4, on a évidemment, dans la boîte de base, un affrontement entre les Stormcast et les Skaven. Oh là là, dites donc, ça c'est bien réfléchi les gars. Donc, l'avènement du raccord nu. Dans les royaumes mortels, il n'y a pas de paix, juste le calme avant la tempête. Les ennemis ne sont jamais vaincus, ils ne sont que repoussés là où ils pourront de nouveau comploter et rassembler leurs forces. Aujourd'hui, une antique menace se prépare à surgir de terre pour déferler sur les royaumes. Quelque chose s'agite sous la surface du royaume d'Akshi. Dans des lieux sombres, au cœur de la nuit, de légers sons retentissent. Soudain, une immense flamme verte embrase l'horizon. Dans un grondement assourdissant, la terre se fracture. Des structures de cuivre et de pierre luisantes émergent des profondeurs dans un fracas de cloches discordantes. Des météorites déchirent le ciel et le sol se noircit à mesure qu'une énergie malveillante transforme les oiseaux, les bêtes et même les plantes. Le chaos s'abat sur les royaumes mortels et les terres seront à jamais marquées par cette intrusion impie. Dans les cités, les soldats se précipitent vers les remparts pour se défendre du péril imminent. Déterminés à étendre son empire, les forces de Nagash convergent vers le site du désastre, tout comme les hostes de la destruction qui espèrent se repaître de la confusion. Le sol enfle sous les nuées et de corps se répandent, de galeries souterraines ayant percé la surface. 1 million d'yeux perçants brillent dans la mâle-flamme. 1 million de mains agrippent des armes meurtrières. Un cri fuse des sentinelles sur les murs. Les Skaven arrivent. Tin. Eh oui, voilà le début de la V4 qui est annoncé par ces toutes petites phrases, ces quelques phrases, ce petit morceau d'histoire qui vous amène donc jusqu'à la V4. À savoir quand même que par rapport à la collection, quasiment toute notre collection est utilisable en V4. Je dis quasiment, parce qu'il y a quand même quelques pièces, je crois, qui passent en Legend, donc qui sont utilisables pour des jeux entre amis, mais pas en compétition. Voilà, c'est la seule chose qui diffère. Mais voilà. Enfin, c'est comme ça, c'est là-dessus que se termine notre collection Stormbringer. C'est d'ailleurs assez étonnant, parce que, comme vous le voyez, cette dernière page se retrouve avec l'illustration classique de Stormbringer qu'on a sur quasiment tous nos fascicules. Et c'est quelque chose de nouveau parce que c'est techniquement pas ce qu'on avait sur les autres. Mais bon, en tout cas, avant qu'on se quitte, parce que je vais vous lire donc les 2 chroniques 5 et 6, et donc je vais vous inviter, comme les semaines dernières, à prendre votre temps, allez vous chercher un petit thé, un petit café, comme vous le souhaitez, à vous mettre dans votre fauteuil et à écouter gentiment, pour que vous puissiez profiter de la lecture. C'est passant un petit peu d'émotion que je vous remercie chaque semaine évidemment, mais c'est pas sans émotion que je vous remercie pour avoir suivi toutes ces aventures avec moi. C'est depuis, je sais même plus, depuis janvier ou février, quelque chose comme ça, février 2024. C'est énorme, hein, mine de rien, parce que c'est 330, j'ai 330 vidéos quand même. 330 vidéos pour la collection. Et honnêtement, je suis très content de l'avoir fait. Vous m'avez fait énormément de bien, vous l'avez compris. J'étais en dépression pendant que j'ai commencé la collection. Aujourd'hui, je peux en parler beaucoup plus facilement, ce qui n'était pas tout à fait le cas au début, pour tout vous dire. Mais 26 février 2024, c'était la toute première vidéo que j'ai faite.
Et aujourd'hui, c'est 2 ans après, on est là, début octobre, mi-octobre, fin octobre, pour ceux qui vont la regarder. Là, je suis quasiment début octobre quand je tourne la vidéo. Voilà, je tiens à tous vous remercier parce que non seulement vous m'avez fait, je vous le dis, énormément de bien, et cette collection m'a fait énormément de bien. Pour tout vous dire, c'est mon psychiatre qui m'a dit, mais reprends une passion que tu avais ou que tu as envie de te mettre dedans, histoire de reprendre un petit peu de confiance en toi et de choses comme cela. Et c'est cette collection qui m'a permis de le faire. C'est aussi tout votre soutien, parce que mine de rien, moi j'ai lancé la chaîne pour rigoler, et puis au final, on est, alors c'est nul par rapport à certaines chaînes, mais peu importe, c'était pas le but. On est quasiment 300 personnes. Vous êtes quasiment 300 personnes à être abonnés. C'est énorme, je vous le dis. C'est 2300 heures de visionnage, c'est 32 000 vues. Voilà, c'est juste énorme. C'est des centaines de commentaires, tous plus gentils les uns que les autres, honnêtement. C'est des commentaires rigolos, c'est des remarques amusantes, c'est des mecs qui me cherchent parce qu'à un moment j'ai arrêté de faire les peintures, vous le savez, ou de faire les combats en direct, et derrière c'était allez, on veut les combats, la bataille, c'est des trucs toujours rigolos. Et je vous l'avais dit dès le départ, moi je voulais pas de commentaires négatifs, parce qu'après tout, si vous aimez pas, ne regardez pas. C'est la base, en fait. Plutôt que d'être débile et de se cacher derrière son profil, je préfère que vous regardiez pas, ça sert à rien. Voilà, si vous aimez pas, c'est comme à la télé, si vous aimez pas, vous changez de chaîne. Là c'est pareil. Voilà, ça sert à rien de dire que c'est de la merde, de regarder jusqu'au bout, de dire que c'est de la merde. C'est nul. Vous aimez pas, si vous aimez pas, c'est pas grave, ça plaira à d'autres. Et puis si ça plaît à personne, ça me plaisait à moi et ça me suffit. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup, c'était top. Voilà, j'ai pas tout peint, je vous le dis, j'ai tout monté, j'ai tout sous-couché, j'ai revendu mes caradons, comme je vous l'ai dit, je voulais pas, donc je les ai revendus. Mais tout le reste, j'ai peint, je pense, la moitié. J'en ai peint d'autres aussi, parce que j'ai des centaines de figurines, j'en ai acheté toute l'année. J'ai acheté Radescaven, évidemment la boîte V4. J'ai fait mes premières parties sur, pas en vrai, mais sur Tabletop Simulator. Les premières parties en vrai, je les ai fait avec Stormbringer et avec mon acolyte, qui en l'occurrence est mon fils aîné, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Mais voilà, honnêtement, c'était extraordinaire. J'ai repris une passion qui avait 25 ans, même plus, qui avait 40 ans presque, enfin 30 ans. Donc je suis très très content de ça. Je remercie ma chérie parce qu'elle a accepté que j'envahisse une partie de notre maison avec des bouquins, des figurines, des boîtes pleines de figurines, enfin voilà. J'ai de la peinture plus que ce qu'il n'en faut, j'ai des bouquins à lire. J'ai des figurines du mois que j'ai récupérées chez Warhammer. J'ai tout ça. Et encore une fois, c'est top parce que j'en ai encore pour des années à faire, et je suis très content d'y avoir remis le pied dedans. Je rêve que d'un truc maintenant, c'est de trouver une asso pas trop loin de chez moi pour pouvoir y jouer, pour pouvoir continuer cette aventure. Donc voilà, encore une fois, merci. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire à part merci, parce qu'honnêtement, vous avez été top, ça a été top, et à aucun moment je regrette, d'autant plus que si vous avez été comme moi, que vous avez été en premium ou que vous avez été abonné, vous avez tous les numéros, et vous vous apercevrez très rapidement que au final, vous avez fait 1000 € d'économie quasiment par rapport au prix de la collection complète. Si vous avez pris les premiums, c'est encore pire. Donc vraiment, merci à Hachette aussi, mine de rien, parce que j'ai pas été trop en galère, malgré certains cas. Moi, j'ai pas trop été en galère, j'ai eu beaucoup de retard à la fin, mais sinon ça allait. Et honnêtement, vivement Spearhead dans 2 ans, parce que je pense clairement que je la ferai péter aussi, même si j'ai déjà une partie des Spearhead proposée. Je pense que la collection, elle me plaît déjà. Enfin bon, voilà.
Tout ça c'était dit, je vais rester là-dessus. Et puis, allez, je vous invite à vous installer dans votre fauteuil. Et on va partir sur les 2 chroniques. Donc les 2 chroniques, encore une fois, dans le 1000 qui va être à propos des caradrons, et le dernier carré qui, à mon avis, va parler certainement d'un petit peu de tout le monde. Peut-être des cités de Sigmar, j'ai l'impression, je ne sais pas. Ça a bien l'air tourné cité de Sigmar. Mais bon, on verra bien. Allez. Remettons-nous. Donc, dans le 1000. Les royaumes mortels foisonnent d'histoires de héros puissants, mais même le plus humble des soldats peut renverser le cours d'une guerre. Ici, nous voyons un arcanaute se préparer à la bataille contre les Édonites de Slaanesh, sans se douter du rôle qu'il va jouer. « Tenez-vous prêts à débarquer !» donna le capitaine de la compagnie Humphrey Gasterson. Tendit l'oreille pour... On va la refaire. « Tenez-vous prêts à débarquer !» donna le capitaine de la compagnie. Humphrey Gasterson tendit l'oreille pour entendre les ordres par-dessus le sifflement du vent et le vrombissement des engins. Bien que la force soit presque arrivée à destination, la frégate arcanaute fendait le ciel d'Akshi sans faire mine de ralentir. L'air était froid, et le souffle qui sortait de son masque le gelait avant de se cristalliser autour des filtres, l'étouffant comme si le masque lui-même n'était pas assez pénible. À mesure que Humphrey se déplaçait, le bruit du vent changeait et commençait à s'écraser sur une autre partie de son casque. Une fois ses filtres dégagés, il vérifia son équipement pour la 100e fois au moins, son cœur s'emballant à mesure que leur destination approchait. Le sabre était bien aiguisé, le fourreau bien attaché à sa ceinture, ses mains tremblantes caressèrent son pistolet, une véritable renard. Soudain, la frégate tomba du ciel, et l'estomac du Duardin fit des sauts périlleux sous l'effet des nerfs de la gravité. Et il essuya à nouveau la glace sur ses filtres, tandis que sa respiration s'accélérait. Et il gratta précipitamment les lentilles de son masque pour les éclaircir. Mais dans les nuages lourds et bas, le verre recommença à s'embuer presque immédiatement. Sous ses pieds, le navire ralentit, puis s'immobilisa. « Câble !» cria quelqu'un. Des mains poussèrent Humphrey sans ménagement et il atteignit le garde-fou, saisissant l'un des filins épais qui pendaient de l'autre côté. Il descendit en rappel le long de la coque, croisa ses jambes autour du câble et se laissa tomber, imitant ses compagnons arcanautes. Ils plongèrent à travers un épais nuage. Alors que le rugissement des endrains s'estompait, il commença à entendre une cacophonie sourde en dessous d'eux. Quand il émergea à l'air libre, le caradron s'aperçut qu'il était en plein cœur de la bataille et il se prépara au choc. Quelques secondes plus tard, il touchait le sol. L'espace d'un instant, tout ne fut que confusion, puis les détails le frappèrent d'un seul coup. Au loin, une autre compagnie d'arcanautes affrontait de formes pâles, juchées sur de grandes bêtes noires, comme il n'en avait jamais vues auparavant. L'air scintillait d'un éclat maléfique, et les Duardins vit que la brume reflétait une étrange lueur violine, tandis que les sorciers ennemis déchaînaient leur magie infâme. Une surprenante odeur de muscles tranchait sur les cris et le fracas des combats. Elle était si forte que Gasterson pouvait même la sentir à travers son masque. Près de l'endroit où les arcanautes avaient atterri, des fantassins ennemis se déplaçaient avec une grâce curieuse. Ils portaient certains des plus beaux vêtements qu'Humphrey eût jamais vus. Leur peau bronzée contrastait avec les étoffes du violet profond. À première vue, il pensa que sa compagnie était à portée de l'état-major adverse, compte tenu de leurs atours. Mais en regardant autour de lui, il s'aperçut que tous ses ennemis étaient parés d'or, de bijoux et vêtus d'habits élégants. Au milieu des tumultes du combat, une unité édonite repéra les arcanautes et se tira vers eux. Leur chef encocha une flèche et banda son arc avec un regard hautain adressé aux Duardins. À l'unisson, les soldats d'Humphrey libérèrent une salve de plomb en direction des archers. Le chef décocha sa flèche au moment où un projectile le toucha, et le trait se ficha un peu plus loin devant lui. Mais de nombreux ennemis avaient survécu à la tempête meurtrière. Alors que Gasterson préparait son arme pour tirer à nouveau, il entendit le rugissement soudain d'endrains accompagné de coups de feu. Il connaissait ce bruit, c'était celui d'une canonnière du corps de Grunstock. Il lança un avertissement à ses arcanautes et se plaqua au sol, couvrant son casque de ses bras au moment où des explosions retentissaient. Il releva la tête et en ricana en voyant que l'appareil avait vidé ses soutes à bombes sur les archers,
ne laissant dans son sillage qu'un cratère d'où s'échappait une fumée épaisse. Alors que le nuage commençait à se dissiper, Humphrey distingua une silhouette se découpant sur le ciel lilas, au bord du cratère. Elle semblait consciente de l'attention qu'on lui portait, car elle fit une révérence moqueuse, puis brandit sa lame, la faisant tournoyer avec aisance. La fumée disparut, le caradron vit que cet ennemi était habillé encore plus outrageusement que les autres et portait un bouclier poli comme un miroir. Sûrement une sorte de seigneur ou de commandant. « Assure-moi !» ordonna Humphrey au plus proche de ses camarades. L'Arcanote acquiesça et Gesterson stabilisa son arme sur l'épaule de son compagnon pendant qu'il visait. Alors que le Duardin alignait sa cible, une flèche se planta dans son camarade qui s'effondra. Humphrey murmura un juron. Il n'avait aucune chance de réussir ce tir en restant debout. Sans hésiter, il descendit dans le cratère, perdant l'Édonite de vue pendant une seconde. Arrivé de l'autre côté, Gesterson ne voyant toujours pas sa proie, mais alors qu'il sortait du cratère, le seigneur apparut. Avec un rire moqueur, il fit virevolter son épée avant de l'abattre sur le Duardin en contrebas. La lame s'enfonça dans l'épaule de Humphrey, qui s'écroula, la douleur envahissant son corps. Il roula sur le dos et leva les yeux pour voir son adversaire se tenir triomphalement au-dessus de lui. Le sang coulait de la blessure, mais il lutta contre la souffrance, leva son pistolet et visa son ennemi. L'Édonite perdit son rictus moqueur lorsqu'il vit l'arme, et Gesterson tira. Une expression de peur mêlée de surprise traversa le visage du seigneur, puis il s'affaissa, immobile et silencieux. Sous son masque, Humphrey sourit une seconde avant de se ressaisir. Il plaqua sa main sur son épaule blessée pour refermer la plaie, puis se releva, ignorant la douleur qui le torturait. La bataille était loin d'être terminée, et rien ne l'empêchait d'espérer une nouvelle victoire avant sa conclusion. Passons à la dernière chronique, la chronique numéro 6. Donc, le dernier carré. Tiens, ça ressemble beaucoup à notre plan de bataille, à notre campagne. Donc, le dernier carré. Les royaumes mortels sont en proie à des conflits constants. Des guerres ravagent leurs terres depuis des générations. Tous les habitants ont un rôle à jouer dans cette lutte, qu'il s'agisse de puissants immortels ou de simples grottes en quête d'une chose à écraser. À travers les vastes contrées des royaumes mortels, d'innombrables conflits ravagent des régions entières. Des cités se dressent puis s'écroulent et des civilisations sont mises à genoux. Les terres sont secouées par des carnages interminables, tandis que des générations de guerriers combattent et meurent au nom de leur seigneur. La genèse de ces rivalités remonte à la nuit des temps. À cette époque, les forces du chaos avaient la main mise sur les royaumes mortels. Sigmar s'était retiré en Asyr et avait scellé les portails magiques entre les royaumes. Après de nombreuses années de préparatifs, une nouvelle caste de soldats, les Éternels de l'Orage, fut dépêchée avec une seule mission, ouvrir les portes et récupérer les royaumes. Aux côtés de leurs nombreux compagnons de l'Alliance de l'Ordre, les Éternels repoussèrent les horreurs du chaos, s'assurant un contrôle plus ou moins solide sur de nombreuses parties des royaumes. En quête de massacres, les meutes de la destruction participèrent à de nombreuses guerres brutales, tandis que les armées de la mort se joignaient à la mêlée, cherchant à étendre l'empire de Nagash et à imposer une grande nécrotopie englobant toutes les régions. Plusieurs de ces conflits perdurent à ce jour, et moult rancunes continuent de s'envenimer avant de se régler par le fer et le sang. Alors que les forces des royaumes mortels se battent en vertu d'anciens affronts, les simples humains ont eux aussi leur rôle à jouer. Afin d'étendre le royaume du dieu roi, des croisades Zéophore sont mises sur pied. Transportant l'infrastructure nécessaire afin d'établir des nouvelles cités, des colonnes de pèlerins franchissent les frontières pour fonder des avant-postes au nom de Sigmar. Cependant, partout où l'Alliance de l'Ordre s'établit, la Horde verte n'est pas loin derrière, attirée par l'occasion de se divertir, de piller et de déchaîner son énergie destructrice. Mue par l'exemple de Gorka Morka, son dieu aux multiples facettes, elle ne reculera devant rien pour saper l'expansion. L'expansion du domaine du dieu roi et détruire tout signe de la civilisation. C'est dans ce creuset de carnage que s'aventurent les courageux mortels des cités franches. L'une de ces croisades Zéophore se lança dans un périple pour établir un nouveau bastion en Gur. La
caravane traversa les désolations hostiles, prête à braver les dangers, voire la mort, avant d'atteindre sa destination. Après un long périple, le convoi atteignit le site de la future cité et jeta les fondations de la colonie. Au centre de la ville, une cascade d'eau fraîche tombait d'une pierre magique en lévitation. Non loin, un siphon du Nexus canalisait une énergie crépitante depuis les lignes telluriques souterraines. Aux alentours de la communauté, des idoles gardiennes sinistres et sévères montaient la garde, une barrière mystique reliant chacune d'entre elles. Au milieu de ces infrastructures, des forges furent construites, et rapidement, le fracas des marteaux contre les enclumes retentit dans l'air. D'autres artisans œuvraient à leur côté, et des maisons sortirent de terre. Les plus belles à proximité du sanctuaire de Sigmar, au centre de la ville, les pires près de la palissade, en bois, qui ceinturait le périmètre. Mais les forces de la destruction n'étaient jamais loin. Des groupes quittèrent la cité pour chercher des ressources, comme du bois et de la pierre. Les plus chanceux revinrent bredouilles et blessés, rapportant des histoires de pillards Oruks. Les moins fortunés ne revinrent pas du tout. Les soldats gardant la ville naissante étaient forts et déterminés, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour monter une défense efficace dans les étendues sauvages. Dans un pari désespéré, ils envoyèrent leurs meilleurs éléments, chercher des alliés et de nouvelles armées pour se renforcer. Les guerriers sillonnèrent de nombreuses régions, d'abord en Ulgu, un royaume d'ombre et de traîtrise, puis en Chamon, le domaine du changement, de l'alchimie, de la transmutation, et enfin en Aqshy, un lieu de feu et de fureur. Les défis furent nombreux et bien des batailles furent livrées. D'abord, les éternels de leur âge rencontrèrent les Sylvanettes, de féroces esprits de la forêt, gardiens de l'ordre naturel. Malgré leur aspect étrange et fantasmagorique, leur haine farouche des forces de la destruction les poussa à se rallier aux soldats du dieu roi. La nouvelle coalition des éternels et des Sylvanettes s'en alla quérir les maniaques Aradron. Ces courageux aéronautes utilisaient la puissance de la technologie éthermatique pour fendre les cieux à bord de gigantesques stratovaisseaux. Ces robustes guerriers étaient guidés par un code de loi strict qu'ils révéraient avec autant de respect qu'ils en accordaient au concept de profit. Les éternels leur promirent une forte rétribution, et un grand nombre d'entre eux décidèrent de défendre la cité de Sigmar. Chaque fois, les Oruks tentèrent d'empêcher la formation de ces alliances, et moult héros perdirent la vie en tentant d'accomplir leur mission. Les nuages de la guerre s'amoncelèrent au-dessus de la ville, et les défenseurs se retranchèrent dans l'enceinte en prévision d'une ultime bataille contre les meutes sauvages assiégeant la cité. Pendant ce temps, les forces de la destruction se délectaient de cette nouvelle occasion de semer des ravages. Dès qu'elles apprirent l'existence de la croisade d'Éophore, elles se lancèrent à sa recherche, effectuant des raids contre l'avant-garde et harcelant les traînards. Mais ces méfaits ne suffisaient pas à les occuper. Alors leurs chefs envoyèrent des bandes brûler la terre, saturant l'air de fumée toxique. D'autres partirent traquer les éclaireurs de l'ordre afin de détruire les repères et les pistes qu'ils créaient à l'intention des croisés. D'autres encore jetèrent des carcasses dans les ruisseaux pour polluer l'eau et empêcher les voyageurs de s'y abreuver. Enfin, les croisés atteignirent le site de la cité, et la horde verte déclencha une campagne de terreur dans l'espoir de les épuiser jusqu'à la chute de la ville. Alors que l'excitation des assaillants croissait, l'énergie de la WAG se renforça, attirant toujours plus d'Oruks. Leur nombre enflant et les conflits se raréfiant, les meutes enragées se retournèrent de nouveau les uns contre les autres. Par chance, quelques soldats de la cité partirent en expédition vers une porte de royaume, et les commandants de la destruction en profitèrent pour envoyer des troupes à leur poursuite. Ainsi, elles traversèrent les forêts nimbées de brume d'Ulgu, les plaines de ferraille de Chamon et les désolations volcaniques d'Aqshy. Quand il devint évident que des alliés allaient se joindre à la cause de la ville, les Oruks combattirent pour détourner leur ravitaillement et réduire leurs effectifs. Mais les renforts continuaient d'affluer, renforçant les rangs des défenseurs. De temps à autre, les chefs barbares parvenaient à aligner leurs unités en armées soudées, quasi impossibles à arrêter. Mais souvent, leurs attaques étaient mal coordonnées, efficaces contre de petits groupes, mais incapables de renverser le cours de la guerre. Si au départ, les poursuivants Oruks n'étaient pas nombreux, leurs batailles et les perspectives de pillage ne tardèrent pas à attirer de nouveaux protagonistes.
Les premiers à les rejoindre furent les villes du fiel obscur, des grottes accros aux champignons qui compensaient leur petite taille par une soif de destruction inépuisable, et qui partageaient leur antre souterraine avec moult bêtes aussi étranges que dangereuses. Puis vinrent les mâches-fer, qui comptaient parmi les Auruques les plus belliqueux du royaume mortel. Ils entamèrent une campagne d'une violence extrême contre les Éternels et leurs alliés, savourant le carnage dans la victoire comme dans la défaite. Inspirée par la ferveur de ses nouveaux camarades du saccage, la Horde verte redoubla d'efforts, frappant sans pitié les guerriers de l'ordre et les devançant pour mettre en déroute et tuer autant de leurs partisans que possible. Les forces de Sigmar se sont retranchées dans la cité assiégée par les Auruques et leurs nouveaux comparses. À présent, les dés sont jetés. Ces deux grandes armées sont sur le point de s'affronter. L'Alliance de l'Ordre est acculée dans la ville sans espoir de s'échapper, à moins de vaincre ses ennemis. L'Alliance de la Destruction est prisonnière de son propre élan, et aucun de ses chefs n'a le pouvoir ou le désir de la détourner de son objectif. À l'abri derrière les murs, la tension règne, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Privées de contact avec l'extérieur, les forces de la cité ne peuvent glaner ni informations, ni alliés, ni ressources. De la fumée s'échappe d'une unique forge, et un forgeron fabrique des têtes de flèches à partir des derniers bouts de ferraille de la ville. Mais en dehors de ces martèlements, tout est silencieux. Lors d'une réunion du Conseil de la Coalition, les commandants ont fait part de leurs inquiétudes. L'avenir de la cité est sur le fil du rasoir, mais aucun d'entre eux ne peut prévoir l'issue de l'inévitable bataille. La ville est forte, mais la Horde verte est immense, presque infinie. La cité est bien approvisionnée, et il reste du temps pour envisager des options, mais l'heure n'est pas à la complaisance ou à l'inaction. Les enjeux sont bien trop élevés. À l'extérieur, l'humeur est à la jubilation parmi les forces de la destruction, et les chefs n'osent pas bouleverser le délicat équilibre de leur host. S'ils parviennent à diriger l'agressivité de leurs troupes convenablement, ils seront quasiment invincibles. Mais si l'armée commence à perdre son unité et à frapper au hasard, ou si les luttes intestines reprenaient, alors tout serait perdu. De nouveaux renforts arrivent quotidiennement, et il ne faut pas que les bénéfices des troupes fraîches et enthousiastes constituent une menace pour la cohésion de l'armée. Au fil des jours, les tentatives d'entrée et de sortie des forces de l'ordre se font de plus en plus rares, jusqu'au moment où elles s'arrêtèrent totalement. L'absence de combat commence à peser sur le moral des meutes barbares et les relations se détériorent. De plus, un autre problème se profile. Eux aussi sont à court de nourriture. Les terres alentours sont détruites et calcinées. Les tactiques qui ont isolé la cité ont eu le même effet sur les assiégeants. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'armée de la destruction ne soit forcée de tuer ses éléments les plus faibles pour les manger. Les deux camps étant sous pression, l'un d'eux devra passer à l'action. D'ici peu. Dun, 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 dun. Et oui, c'était la dernière fois que je le faisais. Voilà. C'est là-dessus que se termine notre vidéo du jour, notre vidéo pour ce fascicule numéro 80. Encore une fois, je ne le dirai jamais assez, merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir écouté ces deux petites histoires. Et puis, on se retrouve très rapidement pour notre prochaine vidéo de peinture et la dernière vidéo sur les règles. Et puis voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Puis je vous dis à très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.